Bonsoir chers auditeurs, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Dominique Bellepomme. Dominique Bellepomme est un médecin, professeur de cancérologie, membre d'un nombre considérable de sociétés savantes et président de l'ARTAC, qui est l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Et également, vous êtes président de l'European Cancer and Environment Research Institute, l'ECRI à Bruxelles. Vous avez d'abord des courants qui sont des courants électriques. Ces courants électriques sont pour la plupart des courants alternatifs et ils alternent avec une quantité d'oscillations par seconde. L'exemple, c'est le courant électrique qui oscille sur la base de 50 Hz, c'est-à-dire 50 oscillations par seconde. Et ces courants, naturellement, induisent, lorsqu'un courant électrique passe dans un fil, il provoque un champ électrique et un champ magnétique, et l'oscillation de ce courant induit, si vous voulez, toutes sortes d'effets. Par exemple, ça induit des courants électriques sur les récepteurs qui peuvent être simplement le corps humain, c'est-à-dire vous passez à côté d'un fil où passe un courant électrique, il y a effectivement un phénomène d'induction, il y a du courant électrique qui passe dans votre organisme. Et c'est le même phénomène qui fait que la radio fonctionne. La radio, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont créées par des antennes où passent des courants électriques et en fait, ces antennes induisent un champ magnétique et un champ électrique qui va ensuite se transmettre par les ondes jusqu'à un récepteur. Alors, on classe les courants en fonction de leur fréquence. J'ai dit la fréquence, c'est les oscillations par seconde, ça se compte en Hertz. Et 50 Hz pour le courant électrique, mais lorsque vous parlez d'ondes radio, vous avez des ondes radio qui se comptent en général en kilohertz. Par exemple, Radio Courtoisie, c'est 95,6 mégahertz, naturellement, du moins dans la région parisienne, je ne connais pas par cœur les autres, disons les autres longueurs d'onde, les autres fréquences qui correspondent. Et alors, si vous allez beaucoup plus loin, vous avez la téléphonie mobile, c'est-à-dire qui sont à 2,45 GHz, c'est-à-dire 2450 MHz. Et entre les deux, vous avez par exemple toute une gamme d'émissions. La télévision, c'était à 450 MHz et à un moment donné, vous aviez des téléphones mobiles qui fonctionnaient. Les premiers téléphones mobiles fonctionnaient à 27 MHz, ensuite ils sont passés à 400, à 900, à 1200 et ainsi de suite, et on augmente la fréquence pour augmenter le signal. Et actuellement, les téléphones mobiles fonctionnent avec 2,47 GHz et bientôt vous aurez ce qui s'appelle le WiMAX, dont nous allons parler plus tard, qui fonctionne à 3,40 GHz, c'est-à-dire 3400 MHz. Bien, vous avez bien sûr la téléphonie mobile, vous avez les téléphones mobiles, les antennes relais, les téléphones domestiques également, mais vous avez aussi les lignes à haute et à basse tension. Vous avez aussi les examens médicaux comme l'IRM, vous avez le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est bien entendu ce dont se sert pour brancher sur Internet et maintenant la télévision. Vous avez les micro-ondes, vous avez les plaques d'induction, vous avez ce qui s'appelle le Bluetooth, c'est-à-dire c'est dans toutes les voitures maintenant on a des connexions Bluetooth, ce sont des connexions électroniques qui permettent de brancher des appareils entre eux. Vous avez les connexions 3G, 4G, le GSM, les babyphones et ainsi de suite. Disons en gros, lorsque vous faites passer un courant dans un fil, ce courant va se traduire par un champ magnétique, un champ électrique et il va induire un autre courant dans tout conducteur qui va être à sa portée.
les effets reconnus, c'est la perturbation des défenses immunitaires, en particulier par la perturbation des flux d'ions calciques dans le corps, la perturbation du rythme circadien, c'est-à-dire surtout, disons, l'alternance du sommeil et de l'éveil, c'est-à-dire qu'on dort mal, on s'éveille mais on n'a pas passé une nuit suffisante. Ça induit des modifications génétiques qui sont inquiétantes, des cancers et surtout des leucémies, vous en avez parlé, et il y a aussi des toxicités par la production de stress, par résonance avec les fréquences cérébrales, également surtout par les alternances, c'est-à-dire que on pense, là encore vous allez me dire si cette idée est correcte, c'est que on a parlé de mitrailleuses électromagnétiques lorsque vous aviez par exemple disons un téléphone mobile qui se met en marche. En fait, les téléphones mobiles, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, à peu près toutes les 10 minutes, il y a un mécanisme automatique qui fait qu'il va chercher à joindre un émetteur. Et pendant cette période-là, d'un seul coup, il se met à émettre des ondes. On ne le voit absolument pas, mais bien entendu, c'est d'un seul coup, ça soumet l'organisme, si vous l'avez dans la poche, à une émission intense. Alors, il y a également la perte d'échantillité de la barrière sang-cerveau. Cette barrière, c'est la barrière dite hémato-encéphalique. Il y a la perturbation de la production de mélatonine, d'acétylcholine, de dopamine, de sérotonine. C'est-à-dire une inflammation sous l'effet électrolytique dans le cerveau. Et à ce moment-là, sous l'effet de cette neuroinflammation, vous avez ouverture de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire de cette barrière qui sépare le sang, les vaisseaux du sang, du liquide cérébral qui environne les neurones, c'est-à-dire les cellules nobles du cerveau. Donc ce qui fait que normalement, toute substance toxique qui est dans le sang ne doit pas passer cette barrière et donc ne va pas être au contact des neurones. Alors que là, malheureusement, sous l'effet des champs électrolytiques, vous avez ouverture de cette barrière et passage donc d'éventuelles substances toxiques qui sont dans le sang via les neurones, et d'où avec la conséquence que les neurones risquent de mourir. Alors, il y a deux types de cellules dans le cerveau, c'est un petit peu compliqué. Quand c'est les neurones, c'est excessivement grave parce que les neurones ne savent pas se reproduire, si vous voulez, se diviser. Et donc, ces neurones peuvent mourir soit par un effet direct des champs électromagnétiques, soit par un effet via l'inflammation et, si vous voulez, l'ouverture de la barrière cérébrale. Pour essayer de donner un résumé très schématique, en gros, les ondes électromagnétiques perturbent le fonctionnement du cerveau, enfin, disons la circulation sanguine du cerveau, et font que certains produits qui ne devraient pas passer dans les cellules neuronales passent la barrière, et le cerveau s'empoisonne petit à petit jusqu'à aboutir à une dégénérescence. Et ceci aboutit à la maladie d'Alzheimer. Alors, dont il faut absolument souligner l'existence, c'est la maladie d'Alzheimer. La grosse complication aujourd'hui des phénomènes de toxicité liés aux champs électromagnétiques, c'est l'apparition progressive d'une maladie d'Alzheimer. Et d'ailleurs, d'autres maladies neurodégénératives également. Et ceci a été montré au plan épidémiologique. Il y a aujourd'hui scientifique 6 études épidémiologiques qui ont montré clairement qu'une exposition prolongée aux champs électromagnétiques pouvait induire des maladies d'Alzheimer. Et je reviens alors à notre expérience clinique, l'expérience des électro-hypersensibles tels que je les ai définis. Eh bien, ces sujets-là, si vous voulez, ont un profil clinique et biologique qui les assimile à des états pré-Alzheimer. Autrement dit, ce sont des sujets qui risquent d'évoluer vers une véritable maladie d'Alzheimer si on ne les traite pas le plus rapidement possible pour éviter, si vous voulez, l'évolution vers cette pathologie très lourde. Et vous savez qu'en France, il y a 800 000 Alzheimer, donc sujet atteint de maladie d'Alzheimer, et que l'OMS prévoit au niveau mondial le doublement
des maladies de l'Alzheimer tous les 12 à 15 ans. Donc ça veut dire que nous sommes face à un fléau de santé publique qui émerge progressivement et pour lesquels les champs électromagnétiques, malheureusement, sont une des causes de la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas que les champs électromagnétiques, il y a aussi l'intoxication au mercure, vous avez aussi les pesticides organochlorés, mais manifestement, la généralisation des... Oui, alors, c'est une très bonne question, bien sûr. Donc, vous avez d'abord les leucémies aiguës de l'enfant, et ceci a été bien montré lorsque ces enfants habitent à moins de 200 mètres d'une ligne à haute tension ou très haute tension, le risque de leucémie aiguë chez l'enfant est multiplié par 2 par rapport à la population normale. Donc ça, c'est absolument bien démontré. Ce qui a été démontré dans ces études, c'est que il y a un effet dose. Autrement dit, plus vous vous rapprochez de la ligne à haute tension, ou inversement, plus vous en éloignez, la probabilité augmente ou diminue. Et en particulier, si vous voulez, lorsque vous êtes au-delà de 600 mètres d'une ligne à haute tension ou très haute tension, le risque de leucémie aiguë revient à celui de la population normale. Il est égal à 1. Donc, voilà, ceci est clairement démontré. Il y a un deuxième type de cancer qui sont les tumeurs cérébrales. Et ça, c'est très très important à considérer. Alors, ces tumeurs cérébrales, c'est en général des glioblastomes. C'est des tumeurs très très méchantes en termes de pronostic. Mais ça peut être aussi des neurinomes de l'acoustique, c'est-à-dire des tumeurs là qui sont opérables en général et donc d'évolution beaucoup plus de meilleur pronostic. Et là, on sait pertinemment, grâce à plusieurs études épidémiologiques, qu'il y a un lien au minimum associatif et causal, je vais y revenir, entre l'utilisation abusive des portables, du portable ou des DECT, c'est-à-dire des téléphones sur socle, des téléphones mobiles sur socle qu'on peut avoir à domicile. Donc il y a un risque qui est nettement augmenté. Alors, il y a une fameuse étude qui a été faite, une étude européenne multi-État prospective. C'est en définitive a montré que si vous avez moins de 20 ans, le risque de glioblastome c'est l'étude Interphone, voilà, le terme exact me revient. Si vous avez moins de 20 ans et si vous utilisez un portable plus d'1 heure par jour pendant 5 à 10 ans, donc pendant au moins 5 ans, vous avez un risque de cancer homolatéral au portable, c'est-à-dire du même côté que celui que vous utilisez pour le portable, qui est multiplié par 5. Donc, on nous recommande de ne pas vivre à moins de 1 mètre par 1000 volts d'une ligne électrique. Ça veut dire que si vous êtes à côté d'une ligne à 400 000 volts, l'idéal, il faudrait vivre à plus de 400 mètres de cette ligne. Alors, bien entendu, il y a des tas de gens qui se retrouvent avec une maison surmontée à peu de choses près d'un pylône à haute tension. Il faut savoir que ces lignes ont un danger réel. D'autre part, il faut vérifier l'étanchéité d'un micro-ondes. Il faut écarter les appareils électriques de la zone de repos. C'est-à-dire, si vous avez des appareils branchés à la prise près de l'endroit où vous êtes en train de sommeiller, ce n'est pas bon, ça crée des champs électriques. Il faut surtout écarter le portable de l'oreillette et il faudrait généraliser le système de ce qu'on appelle, excusez-moi monsieur Delesquin, les kits main libre. Bon, encore, disons, c'est simplement, il faudrait traduire ça, mais je ne vais pas le faire parce que tout le monde sait ce que c'est. Et en particulier, surtout là, pour les femmes enceintes, essayer d'éviter de mettre le portable à proximité de leur enfant. Pour un téléviseur, on conseille de se tenir au minimum à 7 fois
la diagonale du téléviseur comme distance. Et ceci est surtout vrai pour les enfants. On devrait faire une pause toutes les 2 heures lorsqu'on travaille devant un écran d'ordinateur et débrancher les appareils chaque fois qu'on peut. C'est quand même assez fascinant de voir que ce sont des recommandations que presque personne ne suit en fait. Je voudrais aussi donner une recommandation qui apparaît même dans le dernier rapport de l'ANSES, on va en parler de ce rapport, et qui dit essentiellement qu'il faudrait interdire, mais vraiment interdire, l'utilisation des portables à tous les enfants de moins de 10 ans. Parce que c'est précisément les enfants qui sont le plus sensibles à ces symptômes. C'est-à-dire le cerveau de l'enfant est en plein développement, et lorsqu'il est en développement, le soumettre à des champs électromagnétiques intenses comme ceux du portable est un véritable crime. Donc, mesdames, messieurs, si vous avez des enfants et si vous voulez leur offrir un portable à Noël, ne le faites surtout pas surtout s'ils ont moins de 10 ans, parce que il vaut mieux que ces enfants évoluent avec un cerveau normal qu'ils terminent rapidement avec des cancers, une maladie d'Alzheimer. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Ceci est clair. Il faut ça absolument... ne concerne pas que les adultes, hein, ça concerne surtout les enfants. Surtout les enfants. Il faut savoir que dans ma consultation, malheureusement, il m'est arrivé de voir des maladies d'Alzheimer à 15 ans. Il faut se représenter ce que c'est avec un gamin qui si vous voulez, dormait depuis 5 ou 6 ans avec son portable allumé sous son oreiller. En permanence, donc exposé, si vous voulez, à des champs électromagnétiques en continu. Parmi les recommandations, outre le fait qu'il faut interdire l'utilisation du portable chez les enfants de moins de 10 ou 12 ans, enfin 10 ans, mais c'est 12 ans au niveau européen, il faut aussi recommander aux femmes enceintes de n'utiliser le portable que dans des cas d'extrême urgence. Ça, c'est clair, car le fœtus est là, et malheureusement, le fœtus est très vulnérable, comme on l'a dit. Alors maintenant, pour ce qui est... Oui, alors le pire serait une femme enceinte qui met des oreillettes et qui met le portable sur son ventre. Bien j'ai vu malheureusement, si vous voulez, enfin c'était pas une femme enceinte, c'est une femme qui donnait le biberon à son gamin, tout en téléphonant à son mari avec un portable de l'autre côté. Donc si vous voulez, aujourd'hui il y a des dérapages partout parce que les gens... Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est dangereux. Se rendent pas compte. Alors pour ce qui est du Wi-Fi, si vous voulez, il est évident que d'abord, ce que je dis, c'est que dans la mesure du possible, il faut revenir au filaire. Car d'ailleurs, l'information qui arrive à l'ordinateur est plus rapide que par le Wi-Fi. Le fil conduit mieux l'information que la Wi-Fi. Donc ça, c'est un premier point. Dans la mesure du possible, revenir au filaire. Deuxième point, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire des pauses. Alors, aujourd'hui, faut pas dépasser 6 à 8 heures de Wi-Fi par jour. 6 à 8 heures d'ordinateur par jour. Il se développe notamment chez les jeunes de véritables addictions à l'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils vont faire jusqu'à 12 heures, 14 heures d'ordinateur par jour. Alors, s'il y a le Wi-Fi en plus, c'est dramatique. Le Wi-Fi, c'est bien entendu ce que tout le monde a aujourd'hui, et ce sont des émissions sur la fréquence d'environ 2,4 GHz qui servent à faire communiquer les ordinateurs entre eux avec Internet. Alors ce Wi-Fi, on en voit partout, et ce qui est intéressant, c'est que lorsque on a un ordinateur portable, eh bien on le promène dans un appartement, et on voit automatiquement, en faisant une petite manipulation, tous les émetteurs de Wi-Fi que l'on peut recevoir, sur lesquels l'ordinateur pourrait se brancher, et il ne peut pas parce qu'il y a des mots de passe qui empêchent qu'il le fasse n'importe où. Et vous en trouvez des dizaines. Lorsque vous êtes dans un appartement parisien, vous en voyez parfois 20 ou 30, et il faut encore chercher quel est le bon. Et cette invasion se fait de façon complètement silencieuse à travers les étages, même si vous n'avez pas vous-même de Wi-Fi installé chez vous, eh bien vous êtes pénétré par le Wi-Fi des voisins, d'en dessous, d'en face, etc. Alors, c'est la même fréquence que les micro-ondes, et c'est la fréquence optimale pour faire bouillir de l'eau, bien sûr. Et alors, c'est certaines personnes qui sont électrosensibles, eh bien, vont subir ce Wi-Fi sans avoir beaucoup de possibilités de s'y opposer. Et bien entendu, il n'y a aussi aucune étude spécifique qui a été faite sur l'influence du Wi-Fi sur les enfants. Les enfants en bas âge habitent dans les appartements et ils sont pénétrés par le Wi-Fi.
Alors bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé a tendance à dire que ceci n'a absolument aucune influence sur les personnes qui le subissent, mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et l'OMS, on l'a accusé, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu, qu'il y a des liens de lobby entre l'OMS et d'autres organismes qui, elles, auraient tendance à favoriser l'industrie sans fil. Bon. Je dois dire aussi qu'il est tout à fait, surtout supprimer les ampoules à basse consommation, et d'autant plus si vous les mettez au niveau de votre lampe de chevet. Là, il faut savoir que le champ électromagnétique au sortir d'une ampoule à basse consommation est de l'ordre de 400 volts par mètre. Alors, il y a bien sûr des croissances exponentielles assez rapides, mais si vous êtes à 1 mètre de cette ampoule-là, donc à 1 mètre de votre lampe de chevet, et que vous lisez chaque soir, vous risquez malheureusement de faire une pathologie, soit, si vous voulez, une évolution vers une intolérance qui va évoluer vers une maladie d'Alzheimer ou voire même un cancer. Donc, vraiment, il y a des précautions à prendre.